Merci d'écouter RFI. Il est 16h en temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, la France, toujours choquée par la mort de la petite Liana, 11 ans. Le principal suspect était déjà visé par des plaintes pour violences sexuelles, ce qui provoque une controverse sur des possibles défaillances du système de justice du pays. 13 millions d'euros en plus pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. C'est l'annonce de l'Union européenne qui répète son soutien au continent africain face à la maladie. À la une, également, les Italiens obligés de revoir leur plan de vacances pour cet été à cause de la hausse des prix de l'énergie causée par la guerre au Moyen-Orient. Et puis on parlera de football. Dans ce journal, l'équipe de France affronte l'Irlande du Nord ce lundi dans un match de préparation à la Coupe du Monde. Toujours le choc en France après la mort de Liana, cette jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans le sud du pays la semaine dernière. Le principal suspect du meurtre avait été déjà visé par des plaintes pour violences sexuelles par le passé, mais il n'avait pas été inquiété par la justice. Bonjour Baptiste Coulon. Bonjour à tous. Face à la colère de l'opinion publique et des responsables politiques, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a convoqué ce lundi matin les procureurs généraux. Officiellement pour une réunion de travail, mais en réalité, c'était bien pour rappeler à l'ordre les procureurs, car depuis l'éclatement de l'affaire Liana, Gérald Darmanin parle de failles dans le suivi des plaintes et a même menacé des magistrats de sanctions. Alors ce matin, pendant 3 heures, il a fait une mise au point avec les procureurs sur les ratés de la justice autour de la mort de cette jeune fille et il a appelé à la mobilisation générale. Le ministre a demandé aux procureurs que toutes les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs soient à nouveau étudiées d'ici 1 mois pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. Cela concerne près de 70 000 dossiers, a expliqué ce matin Gérald Darmanin. Y a-t-il d'autres affaires Liana en France ? C'est la question qu'on peut légitimement tous se poser et que je demande aux procureurs généraux, aux procureurs de se poser. Et d'autre part, je vais voir avec eux si dans d'autres affaires, il y a des défaillances structurelles. Et s'il y a des défaillances, elles seront évoquées lors d'entretiens entre le ministre et les procureurs. 70 000 dossiers à étudier, c'est énorme, dénoncent les syndicats de magistrats qui s'inquiètent du manque de temps, de moyens et qui accusent le ministre de fuir ses responsabilités. Gérald Darmanin a d'ailleurs exclu de démissionner suite à cette affaire de son poste de ministre ce matin. Merci Baptiste Coulon. Dans l'actualité également, l'Iran annonce la fin de ses frappes sur Israël alors qu'une nouvelle séquence d'échanges de tirs de missiles entre les deux pays s'est déclenchée ce dimanche pour la première fois depuis la trêve conclue il y a 2 mois. Cette annonce suit l'appel du président américain Donald Trump qui a demandé aux deux pays d'arrêter de tirer, ce sont ses mots. Mais Téhéran prévient Israël qu'il s'exposerait à des mesures beaucoup plus sévères en cas de poursuite, je cite, des actes d'agression, y compris dans le sud du Liban. La réponse de l'État hébreu ne s'est pas fait attendre. Israël dit rejeter catégoriquement les menaces iraniennes et continuera d'agir au Liban contre le Hezbollah. Autre appel à baisser les armes, celui du pape Léon XIV, le chef de l'Église catholique en déplacement à Madrid, a pris la parole. Pendant un discours, les armes ne peuvent jamais mener à une paix authentique et durable, ce sont ses mots. Le pape s'est aussi exprimé sur la question des violences sexuelles dans l'Église et a demandé vérité, justice et réparation face à, je cite, un fléau. Pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en RDC, l'Union européenne annonce plus de 13 millions d'euros de financement supplémentaires. La commissaire à la gestion des crises de l'UE, Adja Labib, était en visite dimanche à Bunia dans la province de l'Ituri, point de départ de l'épidémie. Puis ce lundi, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, elle y a répété le soutien de l'UE au continent africain. Selon les derniers chiffres, la RDC enregistre 544 cas confirmés, dont 88 décès, et l'Ouganda, 19 cas confirmés, dont 2 décès. Alessandra Branjon.
6,5 millions d'euros pour renforcer la surveillance et équiper les agents de santé en première ligne. 5 millions d'euros de kits pour tester les cas suspects et 2 millions d'euros pour permettre des analyses d'eau. L'Europe va continuer à se tenir aux côtés de l'Afrique, a réitéré la commissaire européenne, Hadja Labib, lors d'un point de presse. Les urgences sanitaires doivent être une responsabilité collective et donner lieu à une réponse collective, a-t-elle ajouté, avant de remercier l'Agence de santé africaine et l'Organisation mondiale de la santé, sans lesquelles, dit-elle, la situation serait bien pire. Un geste de solidarité salué par Jean Kaseya, directeur d'Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, pour qui la visite de la commissaire européenne à Bunia sur le terrain est un témoignage de solidarité. Il a remercié l'Union européenne pour son soutien sans condition, a-t-il indiqué, dans un contexte où toute relation est mercantile et commerciale, a-t-il ajouté. Alexandra Bronjon. Et toujours pour lutter contre la maladie, le directeur général de l'OMS est en visite en Ouganda ce lundi, deuxième pays le plus touché par l'épidémie. Il est venu évaluer la capacité du pays à répondre à l'épidémie en cours d'après les autorités locales. L'OMS a par ailleurs lancé vendredi un plan de plus de 500 millions de dollars pour combattre la maladie au cours des 6 prochains mois. Au lendemain d'une journée de vote en Arménie, c'est le parti du Premier ministre actuel, Nikol Pachinian, qui a remporté les élections législatives selon les résultats de ce lundi. Une large victoire, historique même, selon les paroles du dirigeant politique, qui cumule plus de 49% des voix et qui promet de continuer à se rapprocher de l'Occident. Mais ça ne plaît pas du tout à Moscou, qui cherche à garder son influence sur ce petit pays du Caucase. Le Kremlin dénonce des pressions sur l'opposition et accuse l'Union européenne d'ingérence, c'est-à-dire d'être intervenue pour influencer ces élections. La guerre au Moyen-Orient, on en parlait, ses conséquences économiques pèsent sur les projets de vacances des Italiens. Le conflit fait flamber le coût de l'énergie en Italie, un pays très dépendant des importations de gaz et de pétrole. Avec les factures qui grimpent, la plupart de ses habitants ont dû changer de plan pour les vacances d'été, comme le raconte notre correspondante à Rome, Anne Lenire. Cheveux roux, casquette gavroche, Linda travaille dans le secteur social. Mère d'une fillette, elle a fait son choix en échange d'un renoncement. Nous avons réservé un vol pour la Chine en septembre. J'ai une voiture très délabrée, mais plutôt que de la changer, je préfère faire ce voyage. Pour sa part, Fabrizia, retraitée de 76 ans, a complètement changé de plan pour cet été. Avec les prix qui s'envolent, on n'y arrive plus. Avant, j'allais toujours dans un camping en Corse. Cette année, j'irai chez ma fille en Toscane. D'après l'Institut de sondage Piepoli, cet été, 56% des Italiens passeront leurs vacances en Italie. Mais faute de moyens, les foyers les plus modestes ne quitteront pas leur lieu de résidence. Explication de Sarah Merigo, directrice de cet institut. Actuellement, les familles italiennes doivent utiliser une bonne partie de leurs revenus pour payer leurs factures de gaz et d'électricité, donc environ 25% d'entre elles ne partiront pas en vacances. En revanche, le nombre de touristes étrangers en Italie est en augmentation constante. Il faut dire que dans un contexte mondial turbulent, il Bel Paese est considéré comme un fleuron en termes d'histoire, d'art, de culture et bien sûr de gastronomie. Anne Lenire, Rome, RFI. Du football à présent, une dernière sortie avant les États-Unis. L'équipe de France boucle sa préparation pour la Coupe du Monde ce lundi soir à Lille contre l'Irlande du Nord. L'objectif numéro 1, c'est de se rassurer, Thomas de Saint-Léger. Oui, chasser les doutes, les pensées parasites. La défaite contre la Côte d'Ivoire jeudi dernier est un avertissement s'il en fallait un. Tout finaliste sortant qu'ils sont, les Bleus n'arriveront pas aux États-Unis en terrain conquis. Au contraire, ils seront accueillis d'entrée par une équipe du Sénégal motivée à l'idée de rejouer le coup de 2002. Premier match prévu le 16 juin, dans un peu plus d'une semaine. Autrement dit, demain pour un groupe qui doit retrouver ses automatismes. Et c'est là que l'Irlande du Nord tombe à pic. 70e nation au classement FIFA. Pas vraiment le profil poil à gratter. Cette sélection propose tous les atouts pour se refaire une santé, reprendre de la confiance. Didier Deschamps pourra en plus compter sur ses Parisiens, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, les nouveaux doubles champions d'Europe, laissés au repos face aux éléphants, disponibles ce soir, tout comme Kylian Mbappé qui aura là une nouvelle occasion d'égaler le record de buts en bleu. Avec 56 réalisations, le Madrilène n'est qu'à une longueur du détenteur Olivier Giroud.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger du service sport de RFI. France-Irlande du Nord, un match à suivre à partir de 19h10 en temps universel. Et avant cela, si vous avez encore envie d'entendre parler de football, eh bien vous pouvez retrouver Hugo Moissonnier dans quelques instants avec Radio Foot International.